Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif où, comme à chaque fois, je dois piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler, comme ça, de mémoire, histoire de voir s'il n'y a pas quelques petites anecdotes sur les coulisses du tournage à vous glisser, ou simplement pour vous le pitcher rapidement, histoire de vous donner envie de voir le film. Et comme avant chaque épisode, je dois faire un petit pari sur le film que je vais piocher. Et là, comme j'ai déjà misé sur Will Smith, que ça n'a pas marché, que j'ai misé sur Bruce Willis, que ça a marché, et que la dernière fois j'ai misé sur Mel Gibson et que ça n'a pas marché non plus, cette fois-ci, je vais miser sur Kev Adams. Non, je déconne. Et j'en ai même pas de film de Kev Adams. Et ça risque pas. Donc non, là, cette fois-ci, je vais miser sur allez, DiCaprio. Alors, voyons voir si l'ami Léo va nous porter chance. Et ce soir, on va aller piocher, aller par là. Voilà, c'est quoi? Les Dents de la Mer, deuxième partie. Wow. J'avoue que j'aurais préféré commencer par Les Dents de la Mer 1, mais bon, c'est les aléas du piochage. Voilà, on choisit pas, quoi. Alors, Les Dents de la Mer, deuxième partie. Et vous comprendrez tous pourquoi on dit deuxième partie, naturellement. C'est un film de 1978, donc 3 ans après le premier, si je ne m'abuse, d'une durée de 1h50 environ, et réalisé par Janos Wark, qui reprend ici le flambeau de Steven Spielberg, qui avait réalisé le premier, qui était d'ailleurs, on va dire, son premier film en tant que réalisateur au cinéma, même s'il y a eu Duel, mais Duel était au départ fait pour la télé, et il a eu tellement de succès qu'ils ont fini par le sortir en salle. Mais le vrai premier film de Steven Spielberg au cinéma, c'est Les Dents de la Mer, officiellement. Donc là, Janos Wark reprend le flambeau, et pas n'importe quel flambeau, parce que Spielberg, c'est quand même monsieur blockbuster, monsieur, chaque fois que je fais un film, ça cartonne, donc c'est pas facile de repasser derrière lui, et au moins d'égaler ce qu'il a fait, quoi, on va dire. Mais là où Spielberg avait pu miser sur la carte du suspense, un petit peu à son insu d'ailleurs, parce que simplement, comme le requin n'était pas prêt pour le tournage, ils ont dû commencer sans le requin, ce qui a obligé Spielberg à faire un petit peu appel à son cerveau et à réfléchir à des idées de système D pour pouvoir filmer les premières séquences sans le requin. Et c'est ce qui certainement joue aussi dans le succès des Dents de la Mer, puisque sur toute la première partie du film, on ne le voit pas, le requin. On ne fait que supposer que c'est lui qui attaque, et tout ce qu'on voit, c'est des gens qui se font happer par, sous l'eau, des mares de sang, et puis ça s'arrête un petit peu à ça, jusqu'à la moitié du film, on va dire. Et c'est ce côté-là, certainement, qui a amplifié, on va dire, le succès du film, parce que ça a carrément eu l'effet perverse de faire flipper tout le monde, en quelque sorte. C'est-à-dire que, ce côté je vois pas ce que c'est qui m'attaque, ça a fait flipper tout le monde. Et c'est un petit peu ce qui se passerait quand on est dans l'eau, quoi. Mais là, Janos Wark, il va pas pouvoir jouer cette carte-là, puisque le requin, il nous a été dévoilé à la fin du premier Dans la Mer, donc on l'a tous bien vu. Ce serait assez débile de rejouer cette carte-là pendant tout le début du film, on voit pas ce que c'est et tout machin, bon, ça sert strictement à rien. Donc là, cette fois-ci, il faut que le requin, il soit en place, et dès le début du film. Au casting de cet opus, on va avoir Bruce, le requin, qui cette fois-ci était prêt depuis le début du tournage, donc on va l'avoir pendant tout le film. Et puis on va retrouver une grande partie du casting de l'opus original, Rush Hader en tête, puisqu'il reprend son rôle du shérif Brody. Lorraine Gary, qui jouait déjà sa femme dans le premier, reprend aussi son rôle de sa femme, tout simplement. On va aussi retrouver celui qui jouait le maire, c'est-à-dire Murray Hamilton, qui reprend aussi son rôle de maire dans le film. Mais par contre, on va plus avoir le personnage de Richard Dreyfuss, puisque officiellement dans le film, il est parti, je crois, du côté de l'Afrique pour étudier d'autres requins. Mais officieusement, c'est-à-dire pour des raisons de tournage, en fait, Richard Dreyfuss, il était simplement pris sur le tournage du Spielberg suivant, à savoir Rencontre du troisième type, puisque Spielberg tournait son Rencontre du troisième type avec Richard Dreyfuss à ce moment-là, ce qui fait que, voilà, clairement, Richard Dreyfuss, il a certainement préféré tourner avec Spielberg que de revenir dans une suite d'un film où on sentait très bien qu'ils allaient en faire 112 derrière. Donc voilà pour l'essentiel du casting, Richard Dreyfuss en moins, mais je dois quand même noter la présence du tout jeune Keith Gordon, qu'on avait découvert dans Christine, le film culte de John Carpenter, dans lequel il jouait Arnie Cunningham, c'est-à-dire celui qui rachète la voiture, qui la retape, qui en prend soin, et qui finit par en tomber amoureux, on va dire. Et donc là, on le retrouve encore plus jeune, dans un petit rôle, dans la suite des Dents de la Mer. Pour ne pas dire les Dents de la Mer 2. Au niveau de la musique, on va revoir John Williams, puisque comme il avait déjà fait la musique sur le premier, c'était quand même relativement facile de revenir pour faire quelques arrangements sur la musique, peut-être créer 1 ou 2 nouveaux thèmes, mais bon, en gros, la musique était déjà là, quoi. Après, ça reste du John Williams, donc ne nous plaignons pas. Au niveau de la production, alors je sais, j'en parle pas souvent, mais là on va avoir affaire à la même équipe que sur le premier, à savoir Richard Zanuck et David Brown, donc du coup, c'est aussi un peu logique qu'on retrouve
quasiment la même ambiance que sur le premier, et qu'on ait vraiment l'impression d'être dans la continuité directe du premier, puisque tout y est, l'équipe de production c'est la même, donc on imagine que l'équipe de tournage c'est aussi pas loin d'être la même, que le directeur de photographie c'est probablement le même, les acteurs, le casting en règle générale c'est approximativement le même, la ville, le décor donc du film c'est le même, tout est identique, donc c'est vraiment comme s'ils avaient repris tout de suite à la fin du tournage du premier, on continue, on fait le 2 quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans la continuité directe, comparé par exemple au 3 ou même au 4. Bon, ça, heureusement ça va pas plus loin, heureusement, parce qu'on l'a échappé bête quand même. Vous me direz, à la place on a eu les Sharknado, donc c'est pas sûr qu'on y ait gagné au change finalement. Encore que si ça avait continué, les Dents de la Mer, peut-être que ça aurait fini par devenir Sharknado aussi. Donc c'est peut-être pas plus mal que ça se soit arrêté. L'histoire commence dans la petite ville balnéaire d'Amity, qui est toujours située sur son île, comme dans le premier film, et dont le shérif est toujours le shérif Brody, qui donc va de représentation en réunion officielle, histoire d'assurer son poste de shérif, parce qu'il faut bien dire ce qu'il y est, depuis les événements du premier film, la vie a l'air quand même assez tranquille à Amity, donc il n'est pas surchargé de gros boulot, on va dire. Il a du boulot parce que les gens ont toujours besoin de se plaindre de ci, de ça. Il y en a un qui se plaint parce que la nana qui habite dans la maison en face de la chambre de son fils, elle danse en petite culotte dans sa chambre, donc il s'inquiète pour les études de son fils, tout ça. Donc il voudrait que le shérif Brody porte une plainte, enfin ce genre de choses-là, quoi. Voilà. Le genre de petits dossiers qu'il a à gérer, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé dans le premier. À la maison, pas de changement, il est toujours marié, il a toujours 2 gamins qui ont un peu grandi quand même, puisque l'aîné des 2 est devenu un adolescent, et le plus petit, il a maintenant l'âge qu'avait son frère dans le premier, on va dire, à peu près. Et l'aîné, devinez quoi, il a une passion pour la voile. C'est un petit peu logique, vous me direz, puisqu'il habite sur une île et qu'il est entouré de flottes. Donc forcément, il a un très fort intérêt pour la voile. D'autant qu'en plus, tous ses copains aussi. Donc voilà, ils sont très portés sur le bateau, la voile, les sorties entre potes et tout ça. Et bon, il n'y a pas de raison pour que ça se passe pas bien, vous me direz. Allez-y, dites-le. J'ai les noms de ceux qui participent pas, je vous vois. Mais bien sûr, c'était sans compter sur la présence d'un nouveau requin dans la station, puisque à peine le film commençait, on va déjà avoir un premier incident le concernant, puisqu'il va y avoir une première attaque sur une nana qui était en train de faire tranquillement du ski nautique accroché à un petit bateau, piloté certainement par sa meilleure amie ou sa frangine, enfin en tout cas une autre nana qui pilote. Et là, la première qui est sur les skis va se faire happer par le requin. Alors bien sûr, l'autre qui est au volant va pas tout à fait comprendre ce qui se passe, parce que d'un seul coup, où est-ce qu'elle est passée, qu'est-ce qui lui arrive, tout ça, jusqu'à ce que le requin s'en prenne aussi à son embarcation. Donc il va foncer sur le petit bateau, il va en bousiller la moitié du côté, et elle, cette coucouille, qu'est-ce qu'elle va pas trouver de mieux à faire, plutôt que de tirer une fusée de détresse en l'air, ou éventuellement de hurler très fort, parce que comme ils sont pas très loin de la plage, elle aurait pu se faire entendre. Eh ben non, elle va prendre le jerrycan d'essence, elle va essayer d'en renverser, je sais pas trop ce qu'elle compte faire, mais bon, on dirait qu'elle veut en renverser sur le requin. Sauf que comme le requin, lui, percute le bateau, elle se casse la gueule et elle s'en fout partout dessus. Mais qu'à cela ne tienne, elle va quand même tirer la fusée de détresse sur l'essence et foutre le feu au bateau. Et le bateau, il va exploser, tout simplement. Et le requin, lui, qui était en train de commencer à cramer, il va refiler sous l'eau et puis il disparaît. Mais ça, nous, on le sait, parce que contrairement au premier film, cette fois-ci, on a le requin, et donc il faut le montrer, donc on nous le montre. Mais les gens sur l'île, eux, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé. Et vu que le bateau a explosé, tout ça va passer pour un vulgaire accident, sauf que le chef Brody, lui, il est quand même pas trop serein avec cette histoire d'accident. Pourquoi un bateau aurait explosé comme ça, alors que tout allait bien, quelques secondes avant, puis d'un seul coup, boum. Un peu bizarre comme histoire. Donc il va commencer à se mettre en tête de rechercher les survivants, ou tout du moins les corps des victimes de cet accident, pour essayer de voir ce qu'on peut trouver, s'il y a des traces de quelque chose, et pourquoi pas d'un éventuel requin. Et la confirmation de ces craintes va lui être donnée pas longtemps après, puisque sur la plage, ils vont retrouver le cadavre d'un orque, donc un orque c'est quand même quelque chose d'assez balèze, et là ils vont retrouver le corps d'un orque échoué, avec des trous béants, genre de plus d'1 mètre de diamètre dans le corps, donc des morsures. Très clairement. Et donc là, Brody, il lui en faut pas beaucoup plus pour comprendre à quoi il a affaire, quoi. Même si là, sur le coup, il y a une nouvelle scientifique qui remplace donc Richard Dreyfuss, qui arrive dans l'île pour venir un petit peu analyser tout ça, qui lui confirme à demi-mot que effectivement ça ressemble beaucoup à une morsure de requin. Elle veut quand même pas s'emballer et voilà, elle lui donne pas totalement raison non plus. Mais lui, il sait, parce qu'il a vécu le premier et que clairement son instinct lui dit attention, ça recommence. Le problème, c'est qu'il va être le seul à penser ça. Ouais. Parce que dans le bled, il n'y en a aucun qui a envie de re-entendre parler d'une histoire de requin.
Ils ont tous été marqués par le premier, et puis ils ont tous un business à faire tourner, donc il est hors de question qu'on remette ça sur la table. Ça a été fait une fois, c'était un accident, mais il n'y a pas de raison pour que ça recommence, parce que sinon ça voudrait dire que Amity, ça va finir par être comme ça systématiquement, tous les ans, il va y avoir des attaques de requins, et leur business balnéaire, il va rapidement se casser la gueule, quoi. Et ça, ils n'en veulent pas. Donc, ils vont tous gentiment se liguer contre le chef Brody pour lui faire sentir que, d'abord, il est certainement un peu parano, puisque il a probablement un traumatisme enfoui depuis le premier qui refait surface, et donc le mec psychote sur la présence d'un nouveau requin, alors que, a priori, rien ne le prouve. En tout cas, eux, ils veulent pas voir les preuves. Ils font un peu les autruches, quoi. Surtout que pas longtemps après avoir eu cette réunion où ils ont tous décidé de se liguer contre lui, il va se produire un événement malheureux pour le chef Brody, puisque à un moment donné sur la plage où il est en train d'observer le large, il va confondre un banc de poissons qui fait une tache dans l'eau avec un requin qui s'approche des nageurs, et il va ameuter tout le monde, il va faire sortir tout le monde de l'eau dans la panique et tout, et puis il va sortir son flingue et il va tirer dans l'eau, en tout cas sur ce qu'il croit être un requin, devant tout le monde, y compris les gamins qui sont là, un petit peu médusés. Donc tout le bled va bien se confirmer que le chef Brody, ça y est, il a viré totalement Barjo, et on peut plus trop lui faire confiance. Et malheureusement, ils vont le virer. Alors, dans un premier temps, ils vont réussir à le faire lui-même douter, puisqu'il va accepter et comprendre son licenciement, dans la mesure où il se rend bien compte qu'il a bien merdouillé sur la plage. Il s'est un petit peu laissé aller à sa parano, en oubliant les règles de la décence, surtout pour un shérif. Donc forcément, ça se comprend, quelque part. Mais très vite, de nouveaux éléments vont arriver et qui vont le laisser camper sur ses positions, c'est-à-dire qu'il y a bien un nouveau requin. Et ces nouveaux éléments, c'est ni plus ni moins qu'un appareil photo qui a été trouvé au large, là où des plongeurs qui étaient allés faire des photos sous-marines sur l'épave du bateau du premier film en plus, ont fait la malheureuse rencontre avec le requin et se sont fait un peu grailler. Et donc sur les photos, il y a une photo qui laisse largement penser que c'est un gros plan sur le requin. Sauf que, encore une fois, personne ne veut la voir, cette photo. Tout le monde y voit des taches, des algues, on ne sait pas trop ce qu'ils y voient, mais ils ne veulent pas y voir un requin. Alors que pourtant, ça paraît assez net. Et donc, le chef Brody va se retrouver un petit peu tout seul face à tout le monde, y compris même face à sa femme, qui malheureusement était là le jour où il a merdé sur la plage, et du coup, elle le voit plus tout à fait pareil. Elle se demande vraiment, elle aussi, s'il n'est pas un peu malade dans sa tête. Donc, ça fait qu'il est tout seul face à toute l'île pour essayer de faire comprendre qu'il y a vraiment un requin et que ça va recommencer, en fait. Mais il n'y a rien à faire. Maintenant, sa parole compte plus, quasiment. Jusqu'au moment où deux petits jeunes du bled, qui sont partis faire de la voile tous les deux, on va dire en amoureux, se font attaquer par le requin, et que le garçon, puisque c'est un couple, le garçon se fait grailler, tout simplement. Donc la fille reste traumatisée sur le tout petit bateau là, et quand le chef Brody va la retrouver, elle va lui expliquer qu'il y a encore une fois un requin. Et donc là voilà la confirmation que tout le monde attendait, et à partir de là, le chef Brody, maintenant il doute plus de lui, et il est sûr qu'il avait raison, et donc allez tous souffrir, quelque part, maintenant moi j'ai un boulot à faire et des gens à sauver. À commencer par ses propres fils, qui sont tous les deux sortis faire de la voile avec d'autres potes, alors que Brody, lui, il pensait que son fils aîné était parti au travail. Il voulait absolument qu'il travaille pour l'été, il lui avait trouvé un travail, donc il pensait légitimement que le gamin il s'était levé pour aller au boulot. Sauf que non, il s'est levé pour aller faire du bateau avec ses copains, et comme le petit frère l'a grillé, il n'a pas eu d'autre choix que d'emmener le petit frère avec lui, pour pas qu'il bave. Logique. Donc les voilà tous partis faire de la voile dans une mer où il y a un énorme requin qui s'est bien limé les dents, on va dire. Donc à partir de là, Brody, il va clairement oublier qu'il a été licencié, il va se réoctroyer tous ses droits de quand il était shérif, puisqu'il va prendre la vedette de la police pour se rendre au large en mer, pour aller récupérer les gamins, il va convoquer un hélicoptère, enfin voilà, il va agir comme s'il était le shérif, puisque après tout, il sait très bien qu'il avait raison, donc quelque part, ça annule son licenciement, on va dire. Et moi, je vais m'arrêter là, puisque à partir de là, il vous reste quasiment que la fin à découvrir de ce film. Donc, je vous la laisse quand même, histoire que vous ayez une raison de regarder le film. Mais regardez-le quand même, parce que pour le coup, celui-ci, c'est quand même une réussite, même si, bien évidemment, il ne peut pas égaler le premier, avec ses effets de surprise et tout ça. On a quand même affaire à un bon divertissement, un bon film un petit peu d'horreur, qui quand même angoisse, on va dire, au moins autant que le premier, même s'il est peut-être un peu moins gore, du fait qu'il y a beaucoup de jeunes, donc peut-être il a voulu un petit peu plus s'ouvrir à la famille, on va dire. Encore que ouvrir un film sur les requins à la famille, c'est un peu moyen comme démarche. Mais bon, je dirais que là, vu le nombre de jeunes et d'ados et tout qu'il y a dans celui-là, je pense qu'il cherchait à s'ouvrir à un public plus jeune. Certainement. Mais bon, on flippe quand même pas mal pour eux.
On va pas se mentir. Donc ma note pour ce film, eh ben, on va partir quand même sur un bon, allez, 14-15, parce que bah, c'est quand même un très bon film. Je veux dire, évidemment, il passe derrière le premier, donc la comparaison, il en souffre un tout petit peu, mais pas tant que ça. Parce que je dois avouer que si ça avait été un premier volet, par exemple, ce serait passé totalement, et je pense que ça aurait aussi fait un film qui marche. Parce que bah, clairement, celui-là, il est loin d'être mauvais. Contrairement aux deux suites qu'il y a eu ensuite après, même si le 3, il n'est pas si mauvais dans le fond, puisqu'il y a une nouvelle tentative d'histoire, ils ont voulu tenter quelque chose de nouveau avec cette station sous-marine ouverte au public, et donc ça dégénère un petit peu dans la station sous-marine, un peu à la manière de Jurassic Park, si on veut, ou Jurassic World, pour les plus jeunes. C'était un petit peu Jurassic Park avant l'heure, l'idée des Dents de la Mer 3, mais malheureusement, par un manque de budget et des effets spéciaux tout pourris, bah, clairement le film il est gâché parce que bah, c'est pas très joli à voir, ça pique. Enfin bon, voilà, mais c'est pas le pire, puisque le pire c'est Les Dents de la Mer 4, La Revanche, où là ils sont carrément partis imaginer que le requin, bah, il se venge de la famille Brody, sachant que bah, il n'y a plus du tout Roy Scheider dans le quatrième, c'est donc la femme de Brody qui reprend le flambeau. Personnage qui était jusqu'ici secondaire, qui était même pas présent dans le troisième, bah là elle reprend le rôle principal carrément pour aller éliminer le requin, qui leur en veut personnellement, a priori. Je sais pas trop pourquoi un requin aurait des ressentiments comme ça, mais bon, admettons. Cela dit, ça fait quand même pas un bon film. Bon bah voilà ce que je pouvais vous dire sur Les Dents de la Mer, deuxième partie, qui même s'il n'égale pas tout à fait le premier, bah il reste quand même pas loin derrière, il est vraiment pas si mal que ça celui-là, il y a de bonnes idées et il y a de bons rebondissements, alors qu'on pensait qu'on avait pratiquement tout vu dans le premier, c'était pas forcément évident de réussir à faire un film qui ressemble pas à 100% au premier, qui soit pas exactement la même chose, et pourtant bah, c'est ce qu'a réussi à faire Janos Wark, puisqu'il nous a offert un film qui se regarde totalement, et donc enchaîner le 1 et le 2, franchement, ça se fait, ça passe très bien, et voilà, jusqu'au 3, ça va. Sur ce, il me reste plus qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère, comme à chaque fois, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous, parce que ça peut aider la chaîne à grandir. À mettre des pouces aussi, parce que ça aussi, ça contribue pas mal à aider la chaîne. Et puis moi, avant, il faut que je vous dise que j'ai perdu mon pari. Hein. Bien que je pense que vous vous en êtes tous rendu compte, il n'y a pas de Leonardo DiCaprio dans Les Dents de la Mer. Dans aucun, d'ailleurs. Encore qu'il aurait presque pu être dans le 4. Mais non, c'est pas le cas. Donc, j'ai paumé mon pari, une fois de plus. Et puis sur ce, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!